Il marque le monde avec 100 livres sterling. Il ouvre une brasserie, il se marie avec une héritière, il va perdre un total de 11 enfants ou encore déclencher une guerre de l'eau. Alors oui, si tu penses connaître Guinness parce que t'as déjà levé une pinte brune, aujourd'hui je te présente vraiment le fondateur de l'Empire, le vrai premier, bien avant Sir Benjamin Lee de la série Netflix. Alors, on partirait pour l'histoire de celui qui a parié contre le temps, qui a retenu son eau comme on peut retenir son souffle, et qui a choisi un goût si épais qu'il a fait taire un gars sur deux. Tu veux connaître l'histoire de l'homme derrière ces sombres bulles? Alors installe-toi. À la fin, tu ne regarderas plus cette mousse de la même manière. En Irlande, rien de choquant. Pas de tapis rouge, pas d'artifice, juste un garçon de famille modeste, un petit peu têtu, qui apprend trop tôt que la bière c'est de l'eau. Alors, pas que ça se boit comme de l'eau, non. D'ailleurs, loi et vin, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Non, mais dans le sens que la bière, c'est vraiment de l'eau. De l'eau saupoudrée de grains et enrobée de pas mal de temps, mais c'est de l'eau. Et on va y revenir. Donc, il s'appelle Arthur Guinness, premier du nom. Et son père, Richard Guinness, travaillait en tant que land steward pour un évêque qui s'appelait Arthur Price. Alors pourquoi je parle de lui? Bien, certains disent que Price était son parrain désigné à la naissance, d'où d'ailleurs le même prénom Arthur. Mais ce qui est certain, c'est que cette relation compte, et elle est même la vraie source de notre boisson, de notre histoire. Et adolescent, pour se faire des sous, Arthur rejoint son père Richard pour travailler lui-même en tant que clerc de l'évêque Price. Et ça, dès 1742. Pour le coup, tout à fait honorable. Et quelques soirs parfois, il bosse aussi chez Elizabeth, la nouvelle femme de son père, dans son pub irlandais sur Main Street. Oui, on est sur le deuxième point de départ de notre histoire. Et à l'auberge, il prend goût à ce houblon, il fait rentrer un petit peu de cash, et son cerveau curieux commence à imaginer le trajet que ce breuvage peut faire, ou a pu faire, avant d'arriver dans cette pinte entre ses mains. Puis, un jour de 1752, leur boss chrétien, ce cher évêque Arthur Price, décède. Alors là, ils sont sincèrement endeuillés. Et surprise, Price leur a laissé un petit prix, sans mauvais jeu de mots. À lui, Arthur Guinness, et à son père Richard, il leur a laissé un petit legs d'argent en héritage. 100 livres à son père et 100 livres à lui. Alors, je te vois hausser les sourcils, tu claques 100 balles en une seule tournée de 10 pintes sur Paris, donc pas de quoi acheter un château, et t'as pas tort. Le truc, c'est que 100 livres sterling, avant les 3 derniers siècles d'inflation, c'était environ 4 années de salaire d'un employé qualifié de l'époque. Oui, assez pour tenter la folie qu'Arthur a en tête, ouvrir une brasserie à Leixlip avec son frère. Oui, cette poignée de pièces sera son levier pour la gloire, il en est persuadé. Ok, bon. Mais en fait, c'est quoi son plan à Arthur? Parce qu'il n'y a rien dans le coin. L'Irlande, à l'époque, c'était rural, fracturé de luttes religieuses, avec quelques marchés qui s'ouvrent parfois, puis qui se referment comme des vieilles portes rouillées et mal huilées. Tout ce qu'il y a autour de lui, ce sont des rivières et quelques moulins. Bon, Arthur n'est pas un poète, c'est quelqu'un de pragmatique. Et un pragmatique, ça choisit bien son terrain. Donc, que pourraient lui apporter ces vieilles landes irlandaises? Comment transformer ça en quelque chose? Eh bien, en un seul mot, l'eau. Elle est là, comme la circulation d'une ville, le trafic d'une cité endormie, mais prête à se réveiller. Ce jour-là, on dit que son sourire ne l'a pas lâché de la journée. Il complétera l'investissement avec quelques économies familiales et l'aide du pub tenu par sa belle-mère. Puis ça marche. 4 années de développement, de partenariats signés, et la brasserie Guinness de Leixlip est rentable. Bien joué, Arthur. Puis arrive le moment de la gourmandise. Ce moment où il souhaite changer d'échelle, parce que Leixlip c'est bien pour apprendre, mais son ambition a besoin de pavés bien plus bruyants. Dans ses rêves, lui il vise plus gros, il vise la capitale, il vise Dublin, le principal pôle irlandais. Arthur Guinness, lui, il souhaite une grosse porte noire que des millions de touristes photographieront un jour sans même imaginer tout ce qui s'y sera joué. Et cette grosse porte noire existera bel et bien à Dublin, St. James' Gate. Ouais, elle claque. Comment? Nous sommes en 1957 et la ville n'est pas au top. Les finances de l'Irlande d'ailleurs non plus. Et en fait, on est pile au milieu de ce qu'on appelle la quasi-vraie Première Guerre mondiale. C'est ce qu'on appelait la guerre de 7 ans. Avec sur le ring, d'un côté la Grande-Bretagne et la Prusse contre la France, l'Autriche, la Russie ou encore l'Espagne. Et elles se bataillent en Europe, en Amérique du Nord, dans les Caraïbes, en Inde, en Afrique, quasi mondiale, ouais.
Mais alors, pourquoi ça se tape dessus? Eh bien, en version courte, comme d'hab, pour de la domination. Mais ici, pour des raisons coloniales, des routes maritimes et une bascule de la puissance entre les mains des Britanniques. Du coup, on revient à Dublin, la ville subit la guerre. Les banques lâchent, les gens ont le seum et des sites sont laissés à l'abandon. Mais aux yeux pragmatiques d'Arthur, eh bien, tu vois peut-être venir le truc, c'est une occasion à saisir. En temps de guerre comme de paix, le marché de la boisson, lui, il n'arrête jamais. Et là, à ce moment-là, le prix de l'immobilier, il sent bon à ses yeux. Il voit que le Grand Canal arrive au bout de James Street, du coup dans sa tête, bingo. Arthur n'achète pas qu'une brasserie, il branche sa bière sur la future autoroute logistique de la capitale. Ok, l'endroit n'a rien d'un quartier de luxe, ni paradisiaque, et pourtant c'est là qu'il fait un geste qui marquera le début de sa légende. Il décide de signer un bail avec la ville de 9000 ans. Oui, un bail légal de 9000 années. 5 fois des années 2000 jusqu'à Jésus. Rien que ça. C'est signé, c'est acté, comme une déclaration de guerre directement au temps. Arthur plante un clou dans l'histoire, ici, maintenant et pour longtemps. Pour le contexte, on est au seuil de la révolution industrielle européenne. Les machines à vapeur n'ont pas encore tout balayé, mais les canaux et le capital changent déjà les règles du monde. Et Arthur, attentif, devient un gars obsédé par 3 choses. Les emplacements, l'eau et la patience. Et en parlant de patience, j'espère que tu apprécies cette vidéo. Elle m'a demandé un certain nombre d'heures que tu n'imagines peut-être pas. Donc si tu passes un bon moment, déjà santé à toi. Et si tu likes et que tu t'abonnes avec la cloche, disons que c'est plus important que jamais pour la direction de ma chaîne aujourd'hui. Aussi important que la municipalité, qui estime maintenant qu'il surutilise l'eau et la conduite du canal. Bonjour Coca-Cola. Donc la ville de Dublin décide de lui couper son accès gratuit à l'eau qui alimente la brasserie jusqu'à aujourd'hui. Alors évidemment à ce moment-là, il y a embrouille. Ils ne s'entendent plus du tout, au point où le shérif de Dublin et des hommes de la ville viennent à St. James pour boucher l'alimentation. Oui, Arthur en est informé, il descend sur place, il voit les gens saboter les canalisations et donc saboter sa survie. Là, il décide d'arracher un pic de fer, ce n'est pas une blague, et il les menace avec des insultes et des menaces capables de retourner son parrain l'évêque dans sa tombe. Alors peut-être parce que ces policiers-là buvaient de la Guinness, mais en tout cas ça marche et ils partent. En tout cas, ce jour-là, il ne protège pas qu'un tuyau, il protège ses artères. Sans eau, pas de bière, pas de bière, pas de Guinness. Et pas de Guinness, eh bien, pas de Guinness. Et puis, tu serais pas là à m'écouter. Bref, une scène à la Peaky Blinders, on verra si Netflix cale une petite ref à ce moment-là dans leur série. Oui, car si la série est bien dispo à l'heure où cette vidéo est publiée, par contre, elle ne l'est pas au moment où j'écris tout ça. Donc, derrière cette scène du héros au pic de fer, le vrai problème reste que la brasserie avait un bail spécial pour l'eau avec la ville de Dublin. Donc Guinness soutient qu'il a un droit sur l'eau illimité et sans taxe, mais la ville dit qu'il a abusé et change son fusil d'épaule. Le bras de fer va durer 10 ans. 10 ans de coupure d'eau, de menaces par la police, de bonnes grosses pressions. Et ça pour au final payer un petit forfait et basta. Combien ça lui coûtera? Là encore, 10 livres sterling par année. Ouais, ça va. Donc nous avons Arthur et son gros pic, la porte noire, la brasserie qui grossit, le monde en pleine crise existentielle, mais une légende, ça se construit aussi en coulisses. En 1761, Arthur Guinness épouse Olivia Whitmore. Issue d'une famille bourgeoise, elle lui apporte son réseau, de la stabilité et un ancrage, disons, social dans la capitale irlandaise que le brasseur n'avait jusqu'alors pas du tout. Ensemble, ils auront 21 grossesses, oui. Par contre, seulement 10 enfants vont survivre. 11 héritiers décèdent en bas âge, la faute à ce 18e siècle rude. En fait, on est à peine au début de l'ère industrielle, donc dès lors, oui, les maladies ne manquent pas et ce genre de deuil était hélas monnaie courante. Assurément, la dynastie Guinness naît dans une maison où on compte plus de morts que d'enfants et où on s'accroche à ces rares vivants. Parmi eux, il y aura le petit Arthur, deuxième du nom, retiens-le. Et pendant que la maison encaisse, eh bien l'atelier s'affûte. Le fondateur regarde Londres et il regarde la Porter. Un breuvage foncé, torréfié, plus nerveux que la blonde. Et cette boisson, eh bien cette boisson cartonne chez les ouvriers. Arthur Guinness sent que l'Europe s'industrialise et que de plus en plus de chantiers tels que ceux-ci feront appel à de plus en plus de main-d'œuvre telle que celle-ci.
Alors du coup, il pivote. Il grille son malt plus fort, sa bière s'assombrit et elle gagne un peu de corps. Et le truc, eh bien, c'est que ça marche. Finalement, un jour de 1799, il décide de trancher net. L'allée blonde, c'est terminé. On arrête la production. Il décide de se concentrer sur la Porter, plus sombre, et qui va mieux marcher à ses yeux. Alors, beaucoup d'entreprises, même encore aujourd'hui, multiplient les secteurs. Lui, à l'inverse, il fait partie de ceux qui choisissent, ceux qui se démarquent par ce qu'ils acceptent de laisser derrière eux. Arthur Guinness veut marquer le monde pour une chose unique, un goût. Sa marque représentera ce goût, et ce goût représentera sa marque. Oui, sa bière n'est pas faite pour plaire à tout le monde, et ça, c'est volontaire. Elle est fidèle à elle-même, elle est sombre, elle est dense, mais il en est convaincu, elle tiendra la route. Pas faux. Ouais, cette expression de tenir la route, Arthur va la prendre au pied de la lettre. 1801, le fondateur fixe vraiment l'horizon. Il veut une bière qui supporte les voyages longs, l'humidité, la chaleur, les secousses d'un trajet, alors il va décider de développer une recette encore un peu plus robuste, plus houblonnée. Et on l'appellera West Indian Porter, l'ancêtre de la Foreign Extra Stout. L'idée est simple, si ta bière traverse l'océan sans se décomposer, à ce moment-là, elle deviendrait bien plus qu'une boisson locale. Ça paraît évident. Elle deviendrait internationale. Elle serait alors le passeport de son empire, de son entreprise. Un passeport qu'il a pourtant déjà tamponné d'une belle trajectoire, d'un legs de 100 livres, en allant à son premier moulin à Leixlip, d'une porte à Dublin, avec son bail millénaire défiant le temps, à sa guerre de l'eau gagnée, son mariage, ses deuils et ce goût assumé pour un horizon de bataille. Une ligne droite pourtant taillée dans le chaos à partir d'une idée datant de sa jeunesse. Il était gosse quand même, il faut le rappeler. Et un type comme ça, à cette époque, ça reste pas invisible. Arthur Guinness devient une figure, protestant influent, très ordre et stabilité. Mais en tout cas, à l'instar de ses descendants sur les générations suivantes, lui ne fait pas vraiment partie de ce que l'on appelle des unionistes. Alors, pour rappel, les unionistes sont partisans du maintien de l'Irlande dans une union politique avec la Grande-Bretagne. En gros, les unionistes sont contre l'indépendance. Après, historiquement, le terme unioniste s'imposera surtout le siècle suivant. En effet, c'était surtout porté par les protestants et par le camp conservateur, mais en tout cas, Arthur, le fondateur, lui, reste quand même un peu réformiste. Il vient de la campagne, d'un milieu modeste, et alors, il est pragmatique, certes, il est pro-ordre, oui, mais il est quand même favorable à plus de droits pour tous, et aussi pour ses opposants catholiques. Pas de distinguo. Par contre, sur la suite de sa dynastie, sur les générations suivantes, là, ils copieront leur paternel, mais avec, disons, moins de subtilité. Alors, quoi qu'il en soit, Arthur défend les intérêts des brasseurs, il prend position dans les instances, mais par contre, il soutiendra des réformes que quand elles servent directement ou indirectement sa propre industrie. En fait, il regarde la politique avec quand même la prudence d'un homme qui a tout à perdre si la rue s'enflamme. Tiens, exactement, en 1798, quand la grosse rébellion éclate à Dublin, il n'est pas du tout du côté de l'insurrection. C'est pas bon pour le business. Alors, tu peux le juger. Je ne fais que raconter l'histoire. Et en parlant de transmission, le 23 janvier 1803, Arthur Guinness, le fondateur de la dynastie, meurt à 78 ans. Mais bon, le cap était fixé. Son fils aîné, Arthur Guinness le second, reprend la suite. On s'agrandit, on structure davantage l'entreprise. La brasserie devient alors une ville dans la ville. La fratrie va fonder des logements ouvriers, elle va restaurer des parcs, elle va se bâtir une réputation de grand mécène irlandais autant que d'industriel. La réussite de leur père booste évidemment cette surcouche de brillance, même si oui, la concrétisation de son rêve est à ce moment-là entre de très bonnes mains. Et à la mort d'Arthur II, c'est son fils aîné Benjamin Lee Guinness, donc petit-fils du fondateur, qui prend la suite. Benjamin Lee Guinness radicalise le conservatisme de la dynastie, en parallèle d'industrialiser à très grande échelle la marque, en exportant aux 4 coins du monde la boisson. Et eh bien, c'est sa mort, en 1868, qui ouvre l'histoire familiale racontée par la série Netflix, laissant alors son empire à ses 4 enfants. Là, je laisse volontairement l'espace de poursuivre avec la série The House of Guinness, créée par Stephen Knight, le papa de la série Peaky Blinders. Elle devrait prendre place d'ailleurs pile à ce carrefour d'un monde en pleine révolution industrielle, pollué par les tensions politiques et par des choix stratégiques de la marque Guinness. Cependant,
Au fil des générations arrivent les années 1920 et avec elles, la publicité se démocratise. Ainsi naquit le slogan que les OG connaissent, slogan qui serait clairement impensable aujourd'hui d'ailleurs, Guinness is good for you. Vidéo à but évidemment historique et informatif ne constitue en aucun cas une incitation à consommer de l'alcool. Bisous YouTube, on reste des copains. Et ce slogan, is good for you, frappe très fort. Ça rassure, ça raconte que ce plaisir est un remède si tu vas mal. Et la science dans tout ça, discutable. Mais l'efficacité publicitaire, implacable. C'est là, à ce moment-là, que la marque comprend définitivement comment coloniser l'attention, en développant un max de pubs. Donc au 19e siècle, si tout ça était déjà fort, l'empire Guinness va continuer sa malice avec un livre. Oui, un livre. Et tu le connais forcément. En 1955, Hugh Beaver, directeur général de la brasserie Guinness, se chamaille avec un collègue sur qui est l'oiseau le plus rapide. Évidemment, il n'y a pas Internet à l'époque. Et il réalise qu'aucun livre aujourd'hui ne permet de trancher sur ce genre de dispute, absurde disons-le, de piliers de comptoir. Le Guinness Book of Records, né pour gagner une bataille essentielle encore aujourd'hui, en 2025, prouver qui a raison à table sur des sujets peu essentiels. Guinness finit par gagner bien plus, la mémoire d'enfance. Combien parmi nous ont déjà lu ces livres au CDI de notre collège ou de notre école? Voilà, Guinness ne vend plus seulement de la boisson. La marque Guinness se glissait dans notre inconscient dès le plus jeune âge en vendant du rêve avec des histoires courtes de records fous prêts à s'accrocher à tes neurones. Un hack culturel, efficace et mondial. Puis vient la chute. En 1986, Guinness rachète Distillers. Le cours boursier est alors poussé à la hausse, la valeur flambe, suivie d'un procès et de plusieurs condamnations. On parle des Guinness Falls. Les dirigeants ont dopé artificiellement le cours de l'action, faisant acheter des millions de titres Guinness via des circuits cachés. Le but de tout ça, gonfler la valeur boursière de l'entreprise, intimider la concurrence et évidemment rafler les bénéfices. Ils seront bien connus coupables en 1990, lourde amende et prison à la clé. Oui, c'est un des plus gros scandales financiers britanniques des années 80. Bref, on découvre que derrière la vitrine, l'obsession de gagner plus s'est faite au détriment des règles. Et l'image de Guinness en prend un coup. C'est un petit peu le moment où la mousse retombe et où tu vois le verre tel qu'il est, un petit peu chaud et imparfait. Je t'ai raconté l'Empire, je t'ai raconté la pub, le Guinness Book, certains scandales, et l'histoire est encore plus vaste. Mais tout ça partait d'un seul noyau. Un pacte avec le temps, la bataille pour l'eau et un goût tranchant. Alors, qu'on l'apprécie ou pas, le fondateur Arthur Guinness Ier avait compris son terrain. Et c'est peut-être ça la partie la plus importante de son histoire. Imagine une dernière fois son regard à l'ex-slip quand il compte 100 livres sterling. Imagine ses doigts quand il tient la plume et qu'il signe le bail à Dublin. Imagine sa colère quand on lui coupe l'eau. Le silence qui régnait dans sa maison à chacun de ses 11 enfants décédés. Et la pression quand il a choisi d'arrêter la blonde pour la brune. Ce ne sont pas des gestes héroïques en soi, pas du tout même, mais ce sont des moments qui dessinent l'histoire d'une vie. Alors, tu voulais peut-être savoir si le gars était un saint ou un tyran. Probablement ni l'un ni l'autre. C'était un homme de son époque, avec ses angles. L'Irlande était un échiquier. Protestant, catholique, rébellion, loyauté. Dans tout ça, Arthur a choisi une route. Certains le voyaient comme un bienfaiteur, d'autres comme un égoïste. Et franchement, les deux lectures coexistent. Mais il s'est installé pour longtemps, il s'est battu pour sa ressource vitale, et il a choisi une identité claire. Et il s'y est tenu. Sincèrement, peu importe tes idéaux, ce triptyque, tu peux l'appliquer à ta boîte, à ton art ou à ta vie. Alors, soyons clairs, Guinness is good for you, c'était drôle à l'époque. Aujourd'hui, on le sait, c'est dangereux. Et habituellement, on rit, on s'attache à l'iconographie d'une marque, d'un empire, et on oublie généralement qu'on est en train de se faire convaincre. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez un autre cas en épisode. Bref, cette iconographie crée des héros généralement improbables. Ça peut changer des carrières, oui, mais ça pose aussi la question sur la manière dont une entreprise impose des récits à la société et dont nos imaginaires se construisent entre ses succès et ses dérapages. Alors je vais pas poser de morale, c'est pas le but. Gardons seulement que les décisions prises à un début, quel qu'il soit, déterminent longtemps le meilleur et le pire de ce qui va suivre. Mais par contre, sans lui, sans ce fondateur, aucune porte noire, pas de bail, ni de goût assumé, pas de série Netflix, ni de triomphe, ni de bière telle qu'on la connaît. Sur ces 3 derniers siècles, il a marqué les soirées de quelques millions d'êtres humains. Alors, la prochaine fois que tu bois un verre, demande-toi ce qu'il y a dedans et d'où ça vient. C'était Mick Nice, santé.